Chers fans de foot, chers téléspectateurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Clubhouse de Dribble, une dernière émission avant les épilogues de toutes les compétitions en promotion d'honneur, en BGL League, en Coupe nationale, au Dribble d'or, en Ligue des Champions aussi. Puisque sur le plateau, il y a des champions. J'ai le privilège d'accueillir le journaliste qui a commenté le Sacre de Differdange à mes côtés dimanche, c'est Boris Saint-Jalm. Bonsoir Boris. Salut Marco. Comment tu vas ? Au top, hein, effectivement, on a pas mal de choses à dire. Il y a encore du suspense à pas mal d'étages. On a vu la belle fête qu'il y a eu ce week-end à Differdange. Donc encore beaucoup de choses à dire sur le football au Grand-Duché. Oui, avec beaucoup de talents que nous avons vus dimanche, et du talent, il y en a également dans le studio. Ils seront, les talents, tous présents lundi à la Rocale à partir de 19h. Et justement, à mes côtés, l'organisateur de cet événement majeur du football grand-ducal, le directeur, le cerveau, c'est Simon Béot. Bonsoir Simon. Salut Marco, bonsoir à tous et à tous. Ça va au niveau cerveau, c'est bon, t'as pas trop de Ouais, nœuds ? ça va, non, ça va. On finalise, on sera prêt. On sera prêt pour lundi soir, donc on attend tout le monde, ça va être chouette, ça va être une belle fête. On va s'amuser. On en reparlera des dribbles d'or tout à l'heure avec des annonces. Il y en a un qui a dû avoir des nœuds au cerveau, c'est notre invité. Il a 40 ans, il a été coach à Arlon, T2 en Belgique et à Pétange quand il est arrivé au Grand-Duché en 2019 pour seconder Carlos Fanguero, excusez-moi du peu, qu'il va suivre également à Dudelange et à Espérange. Depuis octobre, il est à la tête de l'équipe première de Rodange. Dimanche, il a fait gagner à ses joueurs le match clé contre le FC Vils. Ça lui permet de sortir de la zone des barragistes. J'ai le plaisir d'accueillir Mehdi El Alaoui. Bonsoir coach. Bonsoir Marco, bonsoir à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Une satisfaction après le match de dimanche, j'imagine, et cette bonne série là qui vous permet de sortir pour la première fois de la zone des barrages depuis un certain temps. Oui, bien sûr, donc ça nous permet d'une part de sortir de la zone des barrages, c'est ce qu'on recherche depuis un petit moment déjà, et aussi ça nous donne le droit de jouer une vraie finale de championnat pour consolider cette place et ce maintien. Ben oui, on va en reparler de cette finale dans la dernière journée. Elle est Rodange et sa drôle de saison, puisque nous analyserons la 29e journée de BGL League qui va bientôt donc livrer son verdict, évoquer la phase retour du coach El Alaoui avec le FCR 91. Nous évoquerons la Coupe des Dames lors du débat, sans oublier la promotion d'honneur, les titres de champion de Differdange chez les messieurs et du Racing chez les filles, des analyses, des questions, des coups de gueule, c'est tout ça, le Clubhouse de Dribble. Et les résultats de la 29e journée de BGL League débutent, il y en a eu avec la première claque, elle a été infligée par l'Union Titus Pétange, 8-1 face à Ostert avec un quintuplé de Valentin Fuss. Le Swift Espérange s'est imposé 1-0 face au Progrès Niederkorn. Mondorf s'est imposé sur le fil contre Monderkange 2-1. Differdange et le Racing, nous y reviendrons, on fait match nul 1 partout. La Jeunesse s'est imposée 2-0 face au F91. Le Victoria Rosport s'est incliné face à Strassen 3-0. Rodange s'est donc imposé face à Vils dans le match de la peur 4-2. Et Bétambourg, en match de bas de classement, s'est imposé 2-0. Donc, messieurs, au classement, eh bien, c'est toujours Strassen, le dauphin de Differdange. Strassen, qui a un enseignement, hein, c'est qu'ils vont jouer une compétition européenne, on ne sait pas encore trop laquelle, on pourra y revenir. Dudelange 3e à 3 points de Strassen et égalité de points avec le Racing, et c'est le Progrès qui est décroché avec 52 points. En bas de classement, donc pour la première fois, Vils est relégable avec 28 points et est donc à 1 point du FC Rodange. Alors messieurs, d'abord, quel est le match, le résultat, l'enseignement que vous retenez de cette 29e journée de BGL League ? Si je dois en retenir qu'un, c'est pas parce que Mehdi est invité, mais pour moi c'était le match avec le plus d'enjeux, c'est le Rodange-Vils. Il nous fait le coup à chaque fois. À chaque fois, il nous parle de l'invité. Match de l'invité. Et il commence par c'est pas parce qu'il est invité. Non mais ouais, c'était le match, c'était déjà on va dire une demi-finale du coup, puisque maintenant il y a une finale sur la dernière journée. Rodange était pour moi dans l'obligation de l'emporter pour se laisser une chance sur cette dernière rencontre et avoir son destin entre ses mains. Au vu des dynamiques, moi je trouvais qu'ils avaient quand même une belle carte à jouer, ils ont fait le boulot sur le terrain et ils s'offrent le droit justement sur cette dernière journée d'aller au Achille Amrel pour jouer, on va dire, un peu à la vie à la mort ce match où je pense qu'il faudra malgré tout aller chercher les 3 points parce que de l'autre côté, Vils reçoit Ostert et on a vu sur cette journée qu'Ostert était déjà, je pense, un peu en vacances. Moi, une fois n'est pas coutume, je vais parler de 2 matchs et je vais les associer. Je pense que je vais parler des 2 contre-performances du F91 et du Progrès Niederkorn qui est resté les 2 équipes sur une défaite lors de la dernière journée. Oui. Et qui met un coup, surtout pour le Progrès, un coup dur pour la qualification européenne.
Dudelange, c'est pas beaucoup mieux parce que c'est grosse pression sur le dernier match. Donc c'est surprenant, mais c'est comme toute la deuxième partie de saison. On a oscillé, c'était un chassé-croisé constant entre les poursuivants de Differdange, entre Strassen, Dudelange, le Racing et le Progrès. On est passé par tous les états. C'est impronosticable, tout ça. Il y a encore 2 émissions. On disait que le Progrès nous avait fait mentir, Dudelange aussi. Et puis, on a porté malchance en invitant Joanne Mazur. On a porté la guigne au Progrès. Ouais, et puis on a aussi porté la guigne au coach Dudelange qu'on a invité. C'est vrai. On va commencer à être perçu comme les chats noirs. On va faire les émissions tout seul bientôt. Mehdi reste. Allez-y, mollo, les gars. On a invité la semaine passée Wilson Kamawaka et Pétange s'est imposé 8-1 avec un but du capitaine. Ouais, c'est vrai. Donc, non, c'est 2 résultats étonnants quand même. On parlait d'un Swift en vacances ou déboussolé par toutes les affaires et le fait de ne pas jouer la Coupe d'Europe. Et puis au final, ils ont réussi à l'emporter. Ça fait presque aussi les affaires du coup du Racing qui a réussi à prendre un point contre Differdange. Oui, absolument. Nous y reviendrons sur, bien sûr, la fin de l'invincibilité de Felipe Ventura, le gardien differdangeois. Mehdi, je me retourne vers vous. Est-ce que, justement, le but, c'est non seulement de s'imposer face au Racing, mais peut-être d'essayer d'en marquer le plus possible, parce que, pour l'instant, la différence de but, elle vous est favorable, mais on n'est pas sûr que ce soit le cas à l'issue de la 30e journée. Disons que la différence de but, on a commencé à en parler il y a 2 semaines, parce qu'on sait que ça peut faire la différence, que c'est toujours, je pense, le premier critère en cas d'égalité. Donc oui, après, dans notre situation, on se focalise plus... un nul de ville, c'est ça, vous perdez, exactement. Donc on se focalise d'abord sur nous et nos résultats. Maintenant, c'est sûr que le fait d'avoir une défense un peu plus imperméable depuis 6-7 matchs, ça favorise le fait qu'on se retourne un peu aussi qu'on regarde un peu plus aussi le goal average. Donc voilà. Maintenant, on sait que, au vu, comme vous l'avez dit, au vu du résultat d'Ostert, le dernier résultat, on ne s'attend pas à un cadeau de leur part. Donc on n'est pas certain qu'ils vont jouer le jeu. Donc voilà, c'est entre nos mains et on va donner le maximum pour nous aller chercher les 3 points. Comme ça, on n'a pas besoin de sortir les calculettes. Puis en face, du coup, vous allez jouer une équipe qui, pour le coup, elle a tout à jouer. Racing, on sait pas. C'est une finale pour eux aussi. Ouais, le Racing, c'est une finale pour eux. On ne sait pas trop, on en parlait en préambule, mais est-ce que Mabela et Ngoma seront là? Mais en tout cas, ça va être un sacré gros match. C'est presque un match de coupe, j'ai envie de dire. Carton, c'est ça? Carton, mais carton rouge après le match. Que normalement, ça peut faire 1+1. Un match. Nous, on a effectivement entendu, il n'y a rien d'officiel encore, mais on a entendu qu'éventuellement, il y aurait 1+1 avec sursis. Alors qu'en général, carton rouge direct après le match pour des mots directs à l'arbitre. Ça peut être un peu plus que ça. Souvent, au moins 2 matchs. Ouais. Voilà, c'est quand même 2 gros atouts du Racing. Voilà, mais peu importe, on va se préparer comme s'ils étaient là et puis. On verra ce que ça donne. Bon, alors si vous jouez cette finale, comme tu l'as appelé, Boris, et je partage cet avis, c'est aussi parce que vous êtes sur une bonne série. Alors on va revenir un petit peu sur la saison du... Il y a eu plusieurs saisons dans la saison. Lorsque le coach est arrivé, c'était je crois le 7 octobre 2024, il y a eu 7 défaites d'affilée, 6 en championnat et 1 en coupe. Et puis ensuite il y a eu la coupure, la trêve hivernale. Ça a pas dû être facile, je pense que le staff n'a pas forcément passé de très bonnes vacances de Noël. Et puis, voilà, il y a eu sans doute un déclic, ça va être évidemment notre question, puisqu'on est arrivé en 2025, il y a eu match nul pour la reprise. Contre Strassen quand même. Voilà, et après, pas mal. Des victoires. Seulement 3 matchs perdus sur l'ensemble de l'année 2025. On est au niveau, pour vous situer, du Racing ou de Dudelange qui joue les places européennes. Vous avez un parcours européen depuis la phase retour. Bravo. Voilà. Vraiment merci, bravo. Merci. Oui, écoutez, quand je suis arrivé au début, c'est vrai que j'étais quand même surpris, interloqué par plusieurs choses. Je remets rien en cause mes prédécesseurs, c'est pas du tout ça. Je vous parle simplement de mes constatations et de ma vision à moi des choses, qui n'est pas la vérité, mais c'est ma façon de faire. Je trouvais que c'était un peu désordonné, il y avait un peu trop de joueurs dans l'effectif, qu'on était sur une 30aine de joueurs. Pour les entraînements, c'était moins facile de se concentrer sur l'essentiel, puisqu'il fallait aussi gérer les participations aux entraînements de ceux qui sont un peu plus sur le côté, donc pas facile. Il y avait des choses qui, pour moi, étaient des bases et que j'ai pas retrouvées au début. Comme, je sais pas, la ponctualité, pour parler d'extra sportif, mais pour le sportif, essentiellement, le manque d'intensité aux entraînements. Donc, j'ai l'impression que l'ensemble du groupe était toujours en mode PH et pas BGL.
Et moi, je suis persuadé que c'est par l'intensité aux entraînements que le succès en match va passer. C'est une certitude. Comme on le dit, on joue comme on s'entraîne. Donc, à partir de là, c'était compliqué pour moi et pour le staff au début de dégager vraiment un 11 de base sur les matchs avant la trêve, parce que vu que ça manquait beaucoup d'intensité, je ne pouvais pas voir les joueurs exprimer leur plein potentiel. À partir de là, c'était compliqué, donc je changeais souvent les joueurs sur le terrain. Et voilà, je demandais juste de la patience, parce que je sais que voilà, j'arrivais avec une méthode aussi, méthode qu'on a peaufinée durant pas mal d'années avec Carlos Fanguero notamment. Et voilà, j'étais persuadé que ça allait prendre. Peut-être pas aussi bien, on va dire, mais que ça allait prendre, qu'on allait s'améliorer. Donc on a beaucoup parlé avec les joueurs, je leur ai beaucoup laissé la parole aussi. Et voilà, après à la trêve, on a fait aussi 2 belles pioches au niveau mercato. Oui. Et il y a eu vraiment un déclic. Il y a eu un déclic d'abord psychologique, et puis sur le terrain. Et puis comme je disais, des choses que je demandais qui étaient basiques, peut-être au niveau tactique, les joueurs avaient du mal à assimiler. Là, il y a tout qui s'emboîtait bien pendant la trêve, je vais dire. On a beaucoup bossé physiquement aussi, parce que je pense qu'on avait une grosse lacune physique. Voilà, après, c'est pas du physique pour dire du physique, c'est pas dans ma méthode, ça, c'est toujours avec ballon, toujours avec des situations de jeu, mais en mettant de l'intensité. Et je constate aujourd'hui que ça porte ses fruits, parce qu'aux entraînements, cette intensité, elle arrive naturellement maintenant, j'ai plus besoin d'être derrière à chaque fois, et ça, c'est assez satisfaisant. Donc après la période d'audit, la période de remise en cause, il y a eu la période d'adhésion de la part des joueurs. Ouais, je pense que c'est ça, et puis... Voilà, c'est pas que le fait de ma personne, c'est aussi un travail avec tout le staff. Parce que quand je suis arrivé, il y avait un gars du staff qui était toujours là, Mirza Amatovic. C'est une belle découverte. C'est un gars qui est passionné aussi, etc., qui m'a bien aiguillé, conseillé au début quand je connaissais pas encore trop l'effectif. Maintenant, c'est un gars qui se spécialise dans l'analyse des adversaires. Je l'ai un peu aiguillé au début, puis maintenant, il fait ça très bien tout seul. Puis j'ai eu Randy Nzita au début, qui lui, c'est un gars de confiance que je connais depuis des années, qui malheureusement n'a pas pu poursuivre pour des raisons professionnelles. Et puis je l'ai remplacé par Naoufel Bekan, je suivais son travail depuis quelques années déjà. Je pense que je ne me suis pas trompé, parce que voilà, c'est un mec qui est orienté à la base prépa physique de par sa formation, mais qui parle football. Et moi, j'ai besoin de ça. J'ai pas besoin d'un préparateur physique pur et dur, mais d'un mec qui parle football. Et c'est le cas avec Naoufel, donc je suis très satisfait à ce niveau-là. Et toi, justement, tu parlais de déclic, la trêve avec justement une grosse prépa que vous avez pu faire qui, je pense, a beaucoup aidé les joueurs physiquement. Est-ce que tu as peut-être un match en tête où tu t'es dit, OK, sur ce match-là, tu as senti que les joueurs, ils ont basculé peut-être sur le deuxième partie de saison? Et c'est peut-être bon signe. C'est un match amical pendant la préparation contre le Racing. Ok. Voilà. C'est peut-être un signe du destin. Il y avait eu combien? Pardon? Il y avait eu combien? On a encaissé un but en fin de match, mais c'était un match de préparation où j'avais mis l'équipe que je pensais être l'équipe type de la reprise une bonne partie du match, puis j'ai fait tourner, mais on a été très solide, très bon, notamment sur l'animation défensive, ce qui nous posait problème avant. Voilà, l'audit a été réalisé. Est-ce que le comité a revu ses objectifs à la baisse? C'est-à-dire, si vous êtes relégué, finalement, au vu des constatations, ça n'est pas si grave. Non, l'objectif, il a toujours été de se maintenir. Maintenant, quand je suis arrivé, j'ai rencontré les dirigeants au début. Avant de conclure avec eux, la donnée, elle était claire, c'est qu'on était pas mal en retard quand même. Oui. Et voilà, donc on m'a dit de faire le mieux possible. Le président, il voulait que je mette en avant justement ce qu'il voyait quand il voyait nos matchs à Dudelange, notamment cette grinta, cette intensité, cette volonté de mouiller le maillot. C'est ce qu'il m'a demandé. Donc il m'a même pas parlé des résultats. Il m'a dit qu'il voulait voir des joueurs qui se battent. C'est ce qu'il voulait en priorité. Donc moi j'ai dit voilà, j'ai fait part des difficultés au début par rapport à mettre quelque chose en place, par rapport au nombre de joueurs trop importants, etc. Donc on m'a écouté, donc on a dégraissé un peu en se séparant de certains joueurs, en faisant glisser d'autres en U23. Donc on m'a écouté, et puis je pense qu'on m'attendait aussi pour la préparation. Donc il y a eu des bons résultats derrière. Le comité a toujours été derrière moi. J'ai jamais, honnêtement, pourtant ça aurait été légitime, mais quand j'ai repris l'équipe, les mauvais résultats qui ont commencé, qui se sont enchaînés, j'ai jamais eu de pression de mon comité. Okay. Voilà. Tu parlais de Dudelange, évidemment, je pense que beaucoup des suiveurs du football luxembourgeois te connaissent comme étant le fidèle adjoint de Carlos Fanguero. À quel moment elle s'est faite la bascule, toi aussi, de te dire, bon, ça y est, maintenant,
Toujours un petit après moment de Swift. décompresser. Ouais. Mais à quel moment tu t'es dit faire la bascule T2, passer T1, comment c'était venu? Donc moi je me suis retrouvé, voilà, comme tout le staff à Espérange, enfin tout le staff qui est arrivé, pas la partie du staff qui reste en place et qui ne bouge pas. Voilà, je me suis retrouvé sans club quelques mois et pour être honnête, ça m'a fait du bien. Parce qu'enchaîner quand même autant d'années à jouer les titres, donc ça veut dire Coupe d'Europe après, ça veut dire, voilà, j'ai une vie de famille aussi, ça veut dire vacances d'été, on oublie. Donc c'est pesant, c'est fatigant aussi. Donc c'est un break de quelques mois qui a vraiment fait du bien. J'étais en contact avec un club, sans le citer, pour reprendre en juin déjà. Ça s'est pas fait. Je pensais vraiment que ça aurait pu se faire, ça s'est pas fait malheureusement. Donc voilà, j'attendais juste l'opportunité. Puis voilà, Rodange est arrivé et je me suis dit ouais, ça a l'air d'être un beau challenge. Maintenant par rapport à Carlos, lui, il a été au Portugal. On avait parlé avant. Moi, j'étais prêt à le suivre sous certaines conditions. Ici, il savait bien que les conditions étaient très très loin d'être réunies, parce que c'est pas la même chose la deuxième division portugaise et la première. Je parle surtout au niveau financier. Financier, c'est pas pareil. J'ai quand même des enfants, j'ai une maison à payer, je peux pas prendre tous les risques. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai toujours été en me disant, j'ai gravi vite les échelons et les divisions au fur et à mesure que je passais les diplômes d'entraîneur. Quand j'ai eu mon UFA, je me suis retrouvé du plus bas niveau de l'échelle des divisions belges au football national belge. Et puis de là, en BGL, donc j'ai alterné des rôles de T1, de T2. La finalité pour moi, c'était de redevenir T1 un jour. Mais j'ai toujours voulu gravir les échelons rapidement. Mais en me retrouvant avec Carlos, je me suis dit, là, tu as encore des choses intéressantes à apprendre. Et donc, c'était un rôle qui me convenait très bien. J'avais beaucoup de responsabilités. Et donc, ça me convenait très bien. Ouais, du coup, tu t'es vraiment imprégné de ça, quoi. C'est ça, exactement. Puis là, c'est les circonstances qui ont fait que, voilà, on m'a proposé le rôle de T1. Carlos n'est pas là. Donc, je ne me voyais pas, avec tout le respect pour tous les coachs, je ne me voyais pas être le T2 de quelqu'un d'autre au Luxembourg. Okay. Et la suite ? La suite. Alors, il reste un match, voire peut-être deux. Là, il va te dire qu'il te reste un match ou deux, c'est sûr. La suite. Comment ça s'envisage, peu importe l'issue Honnêtement, et je suis honnête et transparent vraiment, c'est pas le discours bateau que je vais vous faire, mais je vais vous dire que pour l'instant, on est tellement focus sur notre maintien. On a évoqué un peu la saison prochaine par rapport, on en parle avec les directeurs sportifs, avec le président, par rapport à certains joueurs, à des reconductions de contrats ou non. On parle, je vais dire officieusement, de la saison prochaine, mais on ne s'est pas encore mis à table pour discuter, et je pense qu'on le fera après l'issue de la saison pour Rodange. Ouais. Okay. Mais Mehdi El Alaoui en promotion d'honneur, ce serait possible ? J'y ai pas encore pensé, parce que je veux pas y penser. Parce que Rodange n'est pas en promotion d'honneur. Voilà, c'est ça. Je préfère penser à ce niveau-là et je vais même pas vous parler des barrages parce que j'y pense pas non plus. Okay. Et c'est ma manière de faire, c'est ma manière de me mettre dedans déjà et voilà, je pense à une issue optimiste le plus vite possible et puis on verra. Il y en a également d'autres qui souhaitent une issue optimiste. Je ne parle pas en BGL, mais en Coupe des Dames, il s'agit des finalistes. Donc le Racing Luxembourg, fraîchement championne pour la 6e année et 5e consécutive. On y reviendra en fin d'émission. Et puis le FC Mamers 32, deux équipes qui sont habituées aux finales de coupe, deux équipes qui l'ont déjà remporté, deux équipes qui se sont déjà affrontées. Les deux dernières fois, c'était en 2022 et 2023, et à chaque fois, c'était le Racing qui s'est imposé. Et la décision est tombée en fin de semaine dernière. La FLF a désigné le stade municipal de Bettembourg, donc ce stade sans gradin et avec un terrain synthétique, pour jouer la finale de Coupe des Dames. Alors messieurs, je lance le débat, puisque j'ai eu l'occasion d'interviewer hier Elodie Martins, la coach du Racing Luxembourg, qui disait que selon elle, on ne pouvait pas mieux s'y prendre pour descendre en flèche le football féminin. Donc la question est la suivante, ce choix de terrain est-il un désaveu du football féminin au Luxembourg? Après, est-ce qu'il y a vraiment un débat? Enfin, moi, je peux que souscrire à ce qu'a dit Elodie Martins. Pour moi, c'est vraiment pas normal, c'est même honteux de faire jouer une finale de Coupe des Dames sur le terrain de Bettembourg. Au-delà du fait que c'est un synthétique et qu'il y a quand même assez de terrain avec des pelouses, je pense, au Luxembourg, encore en bon état, pour te faire ça dans un stade où c'est une pelouse, c'est que Bettembourg, voilà quoi. Tu vas pas faire en sorte que, comme par exemple la saison passée à Kellen, tu puisses avoir plus de 1000 spectateurs qui viennent, que ce soit une vraie fête du foot féminin. Donc non, c'est un choix qui est difficilement compréhensible. En plus, tu as deux adversaires qui sont assez proches
Géographiquement. Voilà. Donc tu peux te dire qu'en fait tu peux le faire un peu partout au Luxembourg, grosso modo. Donc ouais, non, moi ça c'est un choix que je comprends pas, honnêtement. Il faut respecter le club de Bettembourg qui est sans doute très fier et très content d'accueillir la finale. C'est même pas contre eux, honnêtement. Non, j'imagine bien. Bien sûr. Il faut voir le côté positif. Moi, ce que je trouve anormal, c'est l'histoire du synthétique. Moi, ce que je trouve pas normal, c'est plus les tribunes, tu vois. Non, mais oui, mais sans doute. Rappelons qu'il n'y a que 3 équipes en Ligue 1 Dames qui jouent sur de l'herbe. Le Racing, le Swift Espérange et la Jeunesse Union. C'est une problématique qui est moins grande chez les femmes, on va dire, que chez les hommes. Où là, par exemple, t'as que Bettembourg en BGL qui joue sur le synthé, quoi. Après, on peut avoir... C'est toujours pareil. Je pense qu'ils essayent d'avoir... un stade qui permet d'accueillir un nombre suffisant en fonction de l'événement. Et malheureusement, on adorerait que la finale se déroule au stade de Luxembourg. Ouais, mais aujourd'hui, on n'est pas en capacité de remplir le stade de Luxembourg sûr, pour les filles. Et d'ailleurs, même pour les garçons. Ouais, bien sûr. Et même pour les garçons. C'est pas la question du stade de Luxembourg. Tu vois, donc... Bon, s'il y a du monde autour du stade, autour de la main courante et dans les tribunes, bon, ben voilà, si les images qu'on aura, elles seront joyeuses, avec du monde tout autour. La saison passée, il y avait quoi, 1200, 1300 spectateurs. J'ai pas fini, Boris. Ensuite, accès au stade, facilité, sortie d'autoroute, ouais, ok, parking. Et puis le parc merveilleux, pas loin. Alors parking, je rappelle la finale le samedi 24 mai. Parking un samedi, s'il fait beau et que les gens sont au parc merveilleux, très compliqué quand même. Ça va être sauf si on fait une offre du haut, une place achetée. Non, mais c'est offert. On va rappeler qu'il y a 3 ans, la finale s'est déjà jouée et c'était déjà Racing. Ma mère s'est déjà jouée à Bettembourg. Et je pense que s'ils y retournent, c'est que ça s'est bien passé. Alors, moi, j'ai une question subsidiaire. On va demander également à notre invité ce qu'il en pense. C'est est-ce qu'on paye également le mauvais état de nos pelouses en fin de saison ? T'as encore des pelouses, alors Mehdi saura sûrement mieux dire que moi, mais t'as encore des pelouses, tu le dis. Ou la frontière. Simplement. Même la frontière, tu vois, la finale de Coupe du Prince s'est jouée là-bas, la pelouse n'était pas dans un mauvais état. La Coupe des Dames, voilà, moi je pense que ça reste raisonnable d'imaginer qu'on peut accueillir 1500 personnes, voire 2000 personnes pour une finale. Il n'est pas question évidemment de parler de grands stades, etc. Mais ouais, je pense que on aurait pu vraiment trouver mieux et je comprends aussi la frustration d'Elodie Martins pour rebondir sur ce que elle n'est pas la seule, parce que là, on peut se dire, elle est partie prenante. J'ai eu plusieurs messages de joueuses de Ligue 1 féminines qui ne sont absolument pas ni au Racing ni à ma mère et qui m'ont fait part de leur, plus que frustration, de leur colère. Alors Mehdi, elle a la oui. Imaginons que le FC Rodange se retrouve à jouer un barrage sur une pelouse synthétique et dans un stade qui ne peut sans gradin. Je parle pas de malheur là. Comment le vivriez-vous ? Déjà, je pense que pour les filles, je pense pas que le but de la FLF c'est de désavouer le football féminin. Je pense simplement qu'ils ont pris un mauvais ordre de priorité. Je pense que d'abord c'est la qualité de la pelouse. Alors oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'équipes féminines qui jouent pendant la saison régulière sur synthétique. Mais ça, c'est peut-être faute d'infrastructure, faute de moyens, etc. Ici, on est quand même sur une finale de coupe. Je pense que, comme l'a dit Boris, il y a assez de pelouses encore maintenant en bon état que pour pouvoir les faire jouer sur une vraie pelouse. Et pour rebondir sur la question pour Rodange, effectivement, nous, on préfère jouer sur de l'herbe. Je pense que voilà, le synthétique, c'est bien pour certaines séances d'entraînement, notamment quand la météo ne permet pas de préserver un terrain en herbe. Mais sinon, je pense que c'est pour les jeunes. Il y a des joueurs qui ont régulièrement des problèmes en s'entraînant sur synthétique au niveau des articulations, des tendons. Et voilà, nous, on a parfois à disposition un terrain synthétique à Rodange. On s'est entraîné dessus toute la semaine, par exemple, avant d'aller jouer à Bettembourg. Oui, bien sûr. Mais voilà, on essaye quand même d'être sur l'herbe le plus souvent possible. Football adulte doit se jouer sur herbe. Ce sera le mot de la fin. On vous laissera juger, chers téléspectateurs. N'hésitez pas à vous faire part de votre avis, commentant nos vidéos Facebook et YouTube. Nous serons ravis de pouvoir vous lire. Alors, il y en a un qui a été ravi avant-hier. C'était Fabrizio Bey, lorsqu'il a soulevé son saladier, son 2e d'affilée. Évidemment, c'est un doublé bichampion, comme il s'appelle. Historique, puisque c'est la dernière fois que ça avait été fait à Differdange, c'était par les Red Boys en 1931, 32-33.
Ça voilà, remonte. je pense qu'il n'y a plus beaucoup de gens pour en témoigner. Et voilà, il faut quand même rendre hommage non seulement à l'équipe, on en a énormément parlé cette saison, que ce soit les records d'invincibilité de Felipe Ventura, qui a pris fin à la face au Racing avec ce but d'Amiri, 1561 minutes sans encaisser de but. Mondialement, c'est la 4e meilleure performance mondiale d'un gardien. C'est quand même exceptionnel. Voilà, on pourrait passer des heures. Moi, je vais vous interroger simplement sur l'un des principaux artisans tactiques, puisque nous sommes en présence d'un coach, à savoir Pedro Resende. On sait qu'il ne se quitte pas forcément en super bons termes avec Fabrizio Bay. Nous, on peut s'interroger en tant que média, est-ce que Resende a marqué l'histoire du FCD 03 avec ce 2e titre en 2 saisons? Bon, c'est évident. Vas-y. C'est évident que oui, hein, c'est évident qu'il a marqué le club et même l'histoire du foot luxembourgeois. Clairement, faire un back-to-back, comme on dit en NBA, c'est très difficile, c'est de plus en plus rare. Et je pense qu'il a réussi à créer un groupe, une assise défensive. Enfin, il a créé quelque chose. Cette saison est incroyable. On a quasiment 20 points d'écart entre le premier et le deuxième. Le nombre de buts encaissés, le nombre de buts marqués, c'est le sentiment d'invincibilité, parce que c'est vraiment ça, le sentiment d'invincibilité. Il y avait un moment, tu savais que tu prenais un but contre le Differdange, c'était fini, quoi. Tu pouvais repartir chez toi, en perdant de très bons joueurs, dont leur meilleur joueur à la trêve. Ça n'a pas bougé. On a reçu plusieurs fois des joueurs de Differdange qui nous faisaient l'éloge du coach pour avoir créé un groupe, une ambiance de travail. Non, bravo à lui. Et pour répondre à ta question, oui, bien sûr, il a marqué l'histoire. Ouais, non, l'histoire de Differdange. Je peux qu'abonder dans le sens de Simon. Pour moi, il y a plusieurs critères. Déjà, tu as les résultats sportifs. Pour marquer l'histoire, là, ils sont là. Tu fais 2 titres d'affilée. Potentiellement un doublé coup de championnat qui pourra encore étoffer un peu plus le CV. Et puis tu as aussi la manière. La manière, c'est super important. La saison passée, il faut se rappeler déjà qu'ils étaient restés longtemps invaincus, quand on se disait est-ce qu'ils vont faire une saison sans perdre un match? Ils ont perdu un match à la jeunesse, on pouvait se dire ça peut peut-être basculer. Derrière, ils ont fait le taf. Oui. Et la 2e saison, elle est encore plus impressionnante que la première, où, comme l'a dit Simon, tu perds ton meilleur joueur à la trêve. Tu perds contre le Racing le premier match, on peut se dire peut-être il y a un monde ou du Lange, tu sais pas. Dès le retour de la trêve, le remplaçant de Jorginho, il te fait gagner le match à Dudelange. Ouais. Il y a des trucs. Et ils sont invaincus en 2025. Ils sont invaincus en 2025, ils ont pris un but du coup maintenant. Et c'est ce sentiment que en fait, cette équipe, t'as pas la solution quand tu joues contre eux. Tu regardais là, même le Racing donc, qui a réussi à marquer. Tu vois, c'est fort derrière. Alors, même quand il y a Brusco qui se blesse, que Leandro doit redescendre, tu peux changer 2-3 mecs sur l'équipe. Ça a un peu plus fait tourner sur la fin de saison. Putain, le collectif, il est là. Et c'est aussi, et je pense que Mehdi, ça pourra mieux en parler que moi aussi, mais la force d'un coach, c'est-à-dire que Pedro Resende, il a réussi, malgré un effectif que je trouve pas méga profond étoffé. Non plus, pas très étoffé, à construire un vrai groupe de 15, 16, 17 joueurs, c'est-à-dire que si t'en sors un, il y en a un ou 2 autres qui rentrent, ça fait le boulot. On l'a encore vu ce week-end. Ouais, non, c'est grand mérite à lui. Et pour moi, il a marqué l'histoire de Differdange et du championnat luxembourgeois, c'est évident. Coach, c'est une performance qui est digne d'admiration. Bah oui, je pense qu'il faut féliciter Pedro. Hein. C'est un gros travail qu'il fait dans la régularité de la saison dernière. Et surtout, et spécialement cette saison, parce que quand on truste la première place et qu'on la lâche pas, le plus compliqué, c'est de garder tout le monde appliqué, de ne pas avoir un excès de confiance. Et dans ce cas-là, on dit toujours que le pire ennemi, c'est soi-même. Donc il a réussi à maintenir tout le monde appliqué, sérieux, cohérent pendant toute la saison. Et ça, grand respect à lui. Et puis, comme Boris l'a dit, il y a une base de peut-être 15-16 joueurs, ceux qui jouent le plus, qui sont interchangeables, sans perdre un poil de qualité. Donc ça force le respect. Puis moi, je ne vais pas souligner que le gardien... Si le gardien a fait... c'est qu'il y a une défense de fer devant. Si le gardien est resté je vais dire, invaincu, c'est ça, aussi longtemps, c'est qu'il y avait vraiment une défense, mais très très solide. Hein. On ne peut pas faire mieux en BGL, hein, que soit, et comme Boris l'a dit, que ce soit Donzico, Brusco, Bédouré, on change avec Quintilina, qui vous voulez, ça reste très solide. Donc non, grand coup de chapeau à Pedro. Hein.
Bon, bah, ça explique également pourquoi les joueurs de Differdange ont été les plus nombreux parmi les nommés des dribbles d'or. Ouais. Et sur l'intégralité des catégories, les dribbles d'or, Simon, petite passe décisive pour toi. Ça y est, merci Bien Marco. senti. Ouais, donc rendez-vous lundi 26 pour l'ensemble du football luxembourgeois. On a envoyé énormément d'invitations à l'ensemble des clubs, joueurs, cadres, dirigeants. On vous attend nombreux. Vous êtes pour la plupart tous inscrits. Pour la première fois, on va rendre l'événement accessible au grand public, donc aux supporters, suiveurs, les gens qui nous aiment bien. Ils auront la possibilité d'acheter un billet qui sera à 19,50 €, qui vous donnera accès à tout l'événement, avec l'open bar comme pour tous les invités. Alors, ça me régale. Voilà, C'est important de le préciser. pas mal de Même petites pas. choses, des belles surprises pour une soirée très cool entre 18h45 et minuit. Donc vous verrez la communication qui va apparaître à partir de ce soir sur les réseaux, donc n'hésitez pas. Ce sont des places réduites, alors foncez. Voilà, le dribble d'or qui ouvre ses portes au grand public. Quelle bonne nouvelle. Des nouvelles, il y en a eu en promotion d'honneur, mais pas forcément bonnes, puisque on a le deuxième relégué en Division 1. Il s'agit de l'Avenir Beggen, un club historique au Grand-Duché, qui après sa défaite va redescendre en D1. Alors voici les résultats de la 29e journée de promotion d'honneur. La Terre de Bissen a fait le travail, 3-1 en s'imposant face à l'Etzela Ettelbruck. Sandweiler s'est incliné 0-2 face à la Jeunesse Canard. Feulen s'est incliné également face à Rumelange 0-1. Luxembourg City a fait chuter le leader 1-0 pour le City contre Mamers. Beggen donc a perdu face à Steinsel 1-2. Chifflange a fait le travail face à Valferdange 3-1 et peut encore espérer se sauver. Quant au Mariska Mersch, il continue de gravir les échelons. Il pourrait même prétendre à un barrage en s'imposant 2-1 face à Berbourg. Et le Cupchen Wormeldange s'est incliné 1-2 face à Kerjeng. Donc au classement, on a toujours Kerjeng deuxième devant Bissen troisième à un petit point. Ouais. Tout va se jouer lors de la dernière journée. Également pour le deuxième barragiste. C'est très serré entre la Jeunesse Canard, Luxembourg City et le Mariska Mersch qui se tiennent en 2 points. Et puis les barragistes pour la descente, ce seront Chifflange et Wormeldange. Voilà, là c'est déjà fait. Ça jouait également en Ligue 1 Dames pour l'épilogue de la saison en championnat, puisqu'il y a eu 2 matchs. Il s'agissait des playoffs titres et tout pouvait se jouer. Si le Swift l'emportait et que le Racing ne gagnait pas, eh bien c'est le Swift qui pouvait devenir champion. Ça n'a pas été le cas parce que si le Swift a fait le travail 7-2 face à Young Leinster, eh bien le Racing a infligé une claque au SCL de Paul Wilverding et donc 8-0. Les filles d'Elodie Martins sont championnes pour la 5e année consécutive. C'est le 6e titre là d'Elodie Martins, 3 comme joueuse, 3 comme coach. Bon, c'est impressionnant également de voir le Racing à ce niveau, à savoir que le Swift, en cas de victoire et de titre, n'aurait pas pu jouer le tour préliminaire de la Ligue des Champions, puisque le club du Swift Espérange n'a pas non plus demandé de licence UEFA pour son équipe fille. Bien, messieurs, je vous remercie énormément d'avoir été parmi nous aujourd'hui, d'avoir pu débattre, même si nous étions plus ou moins d'accord sur l'ensemble des sujets. C'était consensuel. Voilà. Boris et Simon, on se retrouve évidemment lundi pour la cérémonie des dribbles d'or, donc à partir de 19h à la Rocale, à Esch-sur-Alzette. Mehdi El Alaoui, merci énormément d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous encore une fois. Bonne chance pour ce week-end. Voilà, on va vous souhaiter bonne chance. Merci, oui, on se verra lundi soir. Quel que soit le résultat, oui, venez nombreux du FC Redange 80. On sera ravis de vous accueillir. On sera là, merci beaucoup, ce sera avec plaisir. Et puis je vous donne à vous également, chers téléspectateurs, rendez-vous peut-être lundi 26 pour rencontrer l'équipe à la cérémonie des dribbles d'or. Tout est à suivre sur nos réseaux pour obtenir une place. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt, bye bye. Ciao, ciao.